Bonsoir, notre intervention aujourd'hui est intitulée La méthodologie de la leçon épistémologique et l'exigence de l'objectivité scientifique. Le terme épistémologie est multivalent et a souvent quitté ses bases. Je l'ai employé ici d'une façon naïve, comme il est le plus souvent reçu et apprécié dans le milieu scientifique. L'épistémologie d'un scientifique comprend l'ensemble de ses croyances et convictions à propos de la science, nature et valeur de principe, sens et degré de réalité de concept, etc. Il s'agit d'une épistémologie qui est généralement tacite et non systématique. Elle se révèle parfois dans les situations de conflit ou de crise. Elle peut se traduire par des boutades ou par des aphorismes, comme le Dieu ne joue pas aux os d'Einstein, ou encore le grand livre de la nature de Galilée. L'épistémologie d'un savant est donc sa manière à lui, explicitée ou non, de concevoir la science. L'épistémologie, en ce sens, est une théorie empirique de la science. L'épistémologie de Galilée concerne la façon qu'il avait de considérer ce que nous appelons aujourd'hui la science galiléenne. Les relations entre science et religion, par exemple, font partie de l'épistémologie de Galilée. Aussi, sa théorie de la science déborde-t-elle largement sur la théorie de la connaissance. Deuxièmement, la méthodologie de Galilée rassemble, quant à elle, les techniques, recours à l'expérience aux mathématiques, etc., qu'il a mobilisées pour parvenir à ces résultats. L'épistémologie est une philosophie. La méthodologie est un ensemble de techniques, non nécessairement coordonnées. C'est ordinaire l'épistémologie qui donne leur sens aux méthodes. Mais le mouvement peut aller dans les deux sens. Lorsqu'on parle d'un savant paysan, il commode de distinguer le Galilée célèbre de Galilée immortel. La célébrité étant liée aux deux affaires qui ponctueraient son existence de 1616 et 1633. Si des affaires l'ont rendu célèbre, des travaux de première magnitude l'ont fait immortel. L'immortalité de Galilée peut se placer sous deux rubriques différentes. La première est bien connue et a trait à ses découvertes scientifiques. La seconde est confidentielle et en certain sens. Elle concerne ses contributions à l'épistémologie et à la méthodologie. Ce sont elles que nous occuperons surtout ici. Entre 1890 et 1909, Antonio Favora a publié les opéras de Galilée, ouvrage réédité avec des additions entre 1930 et 1960. Il contient notamment plus de 2000 lettres publiées dans le tome 18. Une étude approfondie de la pensée épistémologique et méthodologique de Galilée demanderait un examen de l'ensemble de cet ouvrage. Mais mon attention est autre. Je me propose de rassembler des citations éparses de la littérature dans le but de dégager le grand pôle de la pensée épistémologique de Galilée et ainsi d'esquisser son profil épistémologique des ouvrages qui se signalent en bibliographie permettant de compléter ces informations, en particulier le remarquable livre de Maurice Calvelin, 1996. La science progresse selon deux lignes de force. La science progresse selon deux lignes de force. La première est la plus visible et constituée par les faits nouveaux qui s'est révélé aux savants à l'occasion de ces investigations sur le réel, montagne de la Lune, flottisant, loi de la chute du corps, etc. Mais la science s'inscrit dans une manière de penser le monde dans un espace mental sur un arrière-plan culturel. C'est là une seconde ligne de force qui, à son tour, conditionne les méthodes et dicte les questionnements. Ces deux lignes de force dialoguent en permanence, chacune gauchissant la trajectoire de l'autre. On connaît bien généralement les grandes et spectaculaires contributions de Galilée à la première de ces lignes de force qu'il s'agissait de découvertes publiées dans
Sideru Nonsius, 1610, au sein du discours concernant deux sciences nouvelles, 1638. L'apport de Galilée au développement de l'épistémologie et de la méthode est en revanche plus difficile à mettre en évidence car il n'a rien écrit spécifiquement sur cet aspect de ses réflexions. Pour le cerner, on doit laisser les grandes avenues de son œuvre fureter le long de Sante sous le taillis pour débusquer de petites choses d'insignifiants galets à partir de lesquels on peut reconstituer des pans de la mosaïque de sa pensée épistémologique. Au demeurant, une pensée toujours se construisant, toujours inachevée. Il faut le traquer entre les lignes, au détour d'un adverbe, dans une lettre à l'occasion d'une digression dans ce combat contre la pensée dominante. Cet aspect de l'œuvre épistémologique de Galilée explique le nombre élevé de citations proposées dans le présent article. Il aurait par ailleurs été dommage de ne pas mettre à la portée des lecteurs des textes peu connus de Galilée qui méritaient attention. De plus, la répétition de lois en lois et en deux termes différents de ces thèses épistémologiques démontre qu'il ne s'agit pas chez lui de besoins passagers, mais bien d'une constante de sa pensée. Les observations qu'il avait à l'occasion d'activités scientifiques divers amènent Galilée à s'opposer au paradigme de l'époque. C'est dans cette position de contre-pied qu'apparaissait au mieux le principal trait de son épistémologie et de sa méthodologie. Au moment où il commence à produire, dans les années 1590, l'épistémologie est encore marquée au coin de l'aristotélisme. Durant ces années de sa formation, Galilée a baigné dans le climat ambiant dont l'aristotélisme est une composante majeure. Il sera amené progressivement et successivement par la suite à récuser le grand principe de la cosmologie des stagirites, une sorte d'action de nettoyage de l'épistémologie, mais aussi à mobiliser des méthodes auxquelles Aristote n'avait pas recouru. L'essentiel de l'œuvre épistémologique de Galilée s'inscrit bien dans cette double activité, l'éruption d'une nouvelle épistémologie qui se met ainsi en place au cours des premiers XVIIe siècle constitue une révolution conceptuelle majeure, silencieuse comme le sont d'ordinaire les révolutions conceptuelles. Une activité épistémologique informelle, précisant encore une fois, qui se heurte à deux sortes d'opposition de milieux savants. La première est évidente en attaquant frontalement des thèses que le principe d'autorité avait accrédité. Galilée devait se mettre à dos une partie importante de la communauté philosophique qui lui rendra plus tard la monnaie de sa pièce. Comme il écrit le 12 février 1611 à Paolo Sarpi, si bien que je n'ai plus contre moi que le prépaticien plus attaché au parti d'Aristote que ne le serait Aristote lui-même. La seconde opposition du milieu prépaticien est plus subtile. La croyance de temps admet implicitement que les anciens Aristote, en particulier, auraient dit le dernier mot sur le monde, ne laissant autant futur que de compléments de détails à découvrir. C'est bien à cela que Galilée fait allusion dans sa lettre à Pietro Dini le 21 mai 1611 quand il déclare et de s'écrier à cas ce qui a été jusqu'à trouvé, on ne peut rien ajouter de nouveau. De là, le principe d'autorité, de sur quoi l'Église a fait d'Aristote l'un de ses maîtres à penser et s'opposer à lui ne va pas sans risque. De lors, mettre en œuvre des méthodes, des techniques, des principes qu'Aristote n'a pas marqué de son sceau revient à admettre l'imperfection ou au moins l'incomplétude de sa pensée, par exemple, lorsqu'il en résulte des conséquences imprévues qui bousculent le sens commun, comme il écrit Jean-François révèle, ce qui est difficile dans le fait de penser, ce n'est pas tant de penser que de détruire les obstacles qui empêchent de faire. Ces obstacles, ce sont de toutes les croyances, des opinions non fondées. Ce sont
Le peur, ce sont des situations, des institutions sociales qui ont partie liées à des systèmes intellectuels dont l'édition nationale des œuvres de Galilée qu'on mentionnait plus haut, l'index analytique consacre 7 colonnes à Aristote, Platon et Archimède ont chacune une, ce qui montre bien la place d'Aristote dans la recherche de Galilée. Quels sont les éléments de l'épistémologie maintenant? L'épistémologie interroge la nature et la valeur des principes, du concept, des méthodes, des résultats de sciences. Celui confère deux caractéristiques majeures. Elle est un discours réflexif, c'est-à-dire un discours faisant retour sur les sciences. Quel est l'objectif de l'épistémologie? L'épistémologie est la conscience critique des méthodes actuelles d'un savoir. Elle interroge l'adéquation entre les méthodes employées et leur objet théorique. Il n'existe pas de méthode générale permettant la découverte ni de transfert simple des méthodes d'un champ à un autre. Qu'est-ce qu'une réflexion épistémologique? La réflexion épistémologique se propose un examen de la structure du savoir enseigné. Quels sont les principaux concepts qui fonctionnaient dans la discipline? Quelle relation unissait ce concept? Quel est alors le statut dans une discipline donnée de la notion de la loi, de théorie? Quelle rectification? Voilà notre intervention intitulée consacrée à la méthodologie de la leçon épistémologique terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.